Bien, voilà, deuxième partie de ce cours sur les moteurs asynchrones triphasés. Hein. Voilà, nous sommes arrivés à ce stade au niveau du circuit équivalent ramené au stator de notre machine asynchrone. Donc, nous avons notre modèle équivalent ici, celui qui est en dessous. OK. Alors, l'idée ici, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive alors à déterminer ces valeurs, un peu comme au niveau du transfo. Comment vous déterminez ces valeurs? Ici, nous avons Rmu, Xmu, Rs, Xe, Rr. Est-ce qu'on va arriver à déterminer ces différentes valeurs? Pour ça, on va faire des essais électriques. Hein. On va faire tout simplement des essais électriques. Les différents essais que l'on va faire, il y en a 3. Le premier essai, c'est un test en continu. Test en continu, c'est soit vous utilisez une source de tension continue, vous alimentez vos résistances avec, soit vous pouvez prendre simplement votre ohmmètre, d'accord? Prenez votre multimètre en mode ohmmètre et vous venez mesurer entre deux bornes de votre stator. Et comme ça, vous aurez directement ici la résistance statorique, RS. OK? Mais là, vous aurez la résistance entre deux enroulements. Donc, il faut diviser par 2 pour avoir la résistance d'un enroulement RS. D'accord? Ça, c'est le test en continu, en DC. Soit vous utilisez une source de tension continue, soit vous utilisez un ohmmètre. OK? Voilà. Le deuxième test, c'est faire un test à vide. Le test à vide, c'est démarrer votre machine, votre moteur, mais ce moteur n'entraîne rien. Donc, il n'y a pas de charge, il n'y a rien qui est couplé sur son arbre. Et grâce à ce test, vous allez avoir certaines grandeurs, donc vous allez mesurer des puissances. Et pour ces puissances-là, vous allez pouvoir déterminer ainsi Rmu et Xmu. OK? Tout simplement. Et par ces essais aussi, hein, si on utilise cet essai d'une autre façon, on peut arriver aussi à avoir des pertes dans le fer. OK? Donc, l'essai à vide va nous permettre de déterminer Rmu et Xmu. Le dernier essai, c'est l'essai à rotor bloqué. Essai à rotor bloqué veut dire que vous bloquez votre rotor. Vous pouvez le bloquer avec la main, tout simplement. Le courant monte très vite. Donc, si vous bloquez votre rotor avec la main, vous augmentez progressivement la tension. Généralement, on va plus ou moins à 10% de la tension nominale. Hein. Donc, la tension, on va dire, du rotor bloqué, c'est 10% de la tension nominale. On ne va pas très haut en tension, mais le courant est déjà très grand. Grâce à cet essai, vous allez pouvoir déterminer Xe et on va dire cette somme-ci. D'accord? Donc, ces 3 essais vont vous permettre de déterminer comme ça les différents éléments de votre circuit, les différents éléments de votre circuit équivalent. OK? Alors, vous avez aussi le test en charge, hein, mais c'est beaucoup plus pour pouvoir avoir la caractéristique mécanique de votre moteur. C'est celle que je vais vous montrer un peu plus loin. D'accord? Ici, je ne vous donne pas des formules. Des formules un peu comme je l'ai fait au niveau du transfo, où pour chaque essai, je vous donnais des formules pour pouvoir déterminer. Parce que dans les exercices que je vais vous donner, je ne vais pas vous demander de calculer les Rmu sur le moteur. D'accord? On va plus s'intéresser aux puissances, au bilan de puissance. D'accord? Donc ici, il faut juste connaître, voici mon circuit équivalent, voici les différents essais qui peuvent me permettre de déterminer les grandeurs qui sont dans mon circuit équivalent. OK? Alors, le bilan de puissance. Vous avez votre machine électrique, alors on va pouvoir effectuer ici un bilan de puissance. À l'entrée, on a une puissance absorbée ou une puissance active. Hein. Ça, c'est une puissance électrique. Donc, vous allez connecter ici de l'électricité sur votre moteur. Et à la sortie, ici, vous aurez une puissance mécanique. Hein. Ici, c'est encore P mécanique. D'accord? Ici, c'est aussi une puissance électrique. Alors, le premier bloc ici va représenter notre stator. Hein. Donc, ça, c'est bien notre stator. Ici, c'est bien notre rotor. À l'intérieur du stator, on sait ce qu'il y a. À l'intérieur du rotor, on sait ce qu'il y a aussi. Donc, on va imaginer un peu les différentes pertes que l'on a. Si on alimente notre machine,
qu'est-ce qu'on commence par voir, hein? On alimente notre machine par des enroulements. Ces enroulements c'est des conducteurs, donc on a des pertes au niveau des enroulements statoriques. Et ces pertes, comme on est en triphasé, ce sera 3 fois RS I1 carré. I1 ici, c'est le courant statorique. RS, c'est l'enroulement, un enroulement statorique. Fois 3 parce qu'il y a 3 faces. D'accord? Qu'est-ce qu'on a encore comme perte au niveau du stator? Du stator, on a les pertes magnétiques dans tout ce qui est partie ferromagnétique. D'accord? Et là, on a des pertes par hystérésis et des pertes liées au courant de Foucault. D'accord? De ces deux pertes-là, on va sortir une certaine puissance qu'on va appeler la puissance transmise au rotor. Donc, si je prends la puissance absorbée et que je soustrais les deux pertes du stator, j'ai la puissance qui est envoyée au rotor. Au rotor, qu'est-ce que j'ai? J'ai une autre perte qui sont des pertes joules, les pertes qui seront liées ici à dans vos barres d'alu. Donc, il y a des pertes joules à ce niveau-là. Ces pertes joules, vous pouvez tout simplement les déduire en utilisant le glissement. Si vous avez la puissance rotorique, en utilisant le glissement, vous pouvez directement avoir ces pertes-là. À la sortie comme ça de mon rotor, j'ai une perte qui va s'appeler une puissance qui va s'appeler la puissance électromagnétique. Donc, la puissance électromagnétique, c'est justement la puissance qui est à la sortie de votre rotor, mais que si j'enlève à cette puissance les pertes mécaniques ici, c'est les frottements, hein, tout ce qui est frottement, ventilation à ce niveau-là, je vais ainsi déboucher à ma puissance utile. OK? Alors, ici, vous avez en vert lubrification pour pouvoir justement résoudre le problème de frottement. Ici, vous avez tout ce qui est acier doux et lamination pour résoudre les problèmes d'hystérésis et de courant de Foucault. Ça, vous connaissez déjà. Donc, ceci représente le bilan de puissance de votre moteur asynchrone. D'accord? Vous allez avoir beaucoup d'exercices sur ce bilan de puissance. Il faut être en mesure de pouvoir trouver toutes ces puissances, quelle qu'en soit l'essence. D'accord? Est-ce qu'il y a une question? Non? Bien. Alors, on va continuer. Ah oui, vous avez quelque chose que j'ai oublié ici de parler. Donc, si on a notre bilan de puissance ici, donc puissance absorbée, PA à l'entrée ici et à la sortie puissance utile, on peut ainsi déterminer le rendement de la machine. Hein. Okay? C'est ça qui est le plus important. L'efficacité de la machine, donc votre rendement de la machine. D'accord? Donc, le rendement de la machine, c'est la puissance à l'entrée sur la puissance à la sortie sur la puissance à l'entrée. Okay? Et c'est toujours au maximum 1. On n'allait pas me trouver des rendements de 200%. Hein. C'est maximum 1. S'il n'y a pas de perte, PU égale à PA. Il y a toujours des pertes. Ça va? Alors, on va s'intéresser maintenant au couplage. Comme je vous l'ai dit, lorsque vous avez bobiné votre stator, vous avez des enroulements qui reviennent au niveau de votre plaque à borne. Donc, la plaque à borne est constituée un peu comme cela. Vous avez le fil qui est pris, premier fil, qui fait un enroulement dans le moteur et qui vous renvoie l'autre extrémité. Deuxième extrémité, enroulement, autre extrémité. Troisième extrémité, enroulement dans votre cage statorique. Troisième extrémité. Alors, ici, il faudrait savoir que si je viens alimenter, par exemple, ce moteur-ci qui est en face de moi, je vais venir avec 3 fils. Hein? 1, 2, 3. Ça, c'est ma ligne qui vient avec 3 fils. Mais si je viens là dans ce moteur, je vais me connecter où? Vous voyez que j'ai ça, on va dire ça et ça. J'ai 6 possibilités, ce n'est pas possible. Normalement, je ne dois avoir que 3. Pour cela, je suis obligé au préalable de coupler mon moteur. OK? Ça veut dire préparer mon moteur, les enroulements de mon moteur à recevoir justement une tension d'alimentation. Ça, c'est mon alimentation. Donc, je vais préparer mon moteur. Alors, pour ça, je dois savoir comment coupler. Est-ce que je coupe en triangle ou est-ce que je couple en étoile? Alors, on va supposer que vous avez un moteur. On va prendre un exemple ici en dessous. Hein. Si vous avez un moteur dont la plaque signalétique, par exemple, vous présente ceci, 133 230,
comme sur le transformateur, ça veut dire que le plus petit enroulement peut supporter ceci, 133. D'accord? Si le plus petit enroulement peut supporter 133, alors, selon vous, pour coupler, si j'ai une alimentation de 133, je vais devoir coupler ici en triangle. OK? Et si j'ai plutôt une alimentation de 230, je pourrais coupler en étoile. D'accord? C'est exactement le même raisonnement. Si vous avez bien compris le transfo, vous avez compris ceci. Alors, pour pouvoir coupler notre plaque à borne, hein, on a le choix. Soit on met les barrettes dans ce sens-ci. Là, on a un couplage étoile. Ce que je viens de faire, ça revient exactement à mettre les enroulements comme ceci. Hein. Si vous prenez la peine de regarder, vous verrez que c'est ça. OK? Si par contre, je décide plutôt de mettre les connexions comme ceci, c'est soit le rouge, soit le bleu, pas les deux. Donc, vous avez ici des chemins. Hein. Soit je mets des barrettes comme ceci, soit je mets une barrette comme ceci, donc ici. Soit je mets comme ceci. D'accord? C'est soit l'un ou l'autre, pas les deux. Donc, ici, c'est bel et bien un couplage comme ceci. OK? Donc, si je reviens ici en dessous, si par exemple, j'ai un moteur qui a 230, 400, ça veut dire que le plus petit enroulement peut supporter 230. Si l'alimentation, parce que ça c'est l'alimentation, vient avec du 230, c'est-à-dire entre deux fils ici, c'est 230, alors je dois coupler mon moteur comment? En triangle. D'accord? Et si c'est l'autre, en étoile. Idem pour le troisième. C'est exactement ce qu'on a vu sur le transfo. OK? Donc, ici, on va parler que d'un couplage. De l'autre côté, sur le transfo, on disait couplage primaire étoile, couplage secondaire triangle ou vice-versa, en fonction, parce qu'il y avait des deux côtés. Mais sur le moteur, on n'en a qu'un. D'accord? Donc, ça, c'est le couplage. Alors, autre caractéristique. Là, vous avez une vidéo. Cette vidéo, vous pourrez la voir après. Hein. La vidéo est justement pour ceux qui sont nouveaux. Je crois que c'est sur le site Supla. Vous allez simplement dans l'équipe, hein, tout simplement, ici, et vous avez la vidéo là. What is an AC drive? OK? Ici, vous avez la vidéo ici. D'accord? Vous cliquez là, vous pouvez voir la vidéo plus tard. OK? Alors, on va continuer avec la caractéristique mécanique. Hein. Si vous vous souvenez, sur le transformateur, on a parlé de plusieurs caractéristiques. Sur le transformateur, un petit rappel, on avait la caractéristique, vous vous souvenez, magnétique. On avait dit que c'était U en fonction de I. C'est une caractéristique qui évoluait comme ça. D'accord? I ici, c'est U, c'était encore B. I ici, c'était encore H. On a aussi vu, ça c'était magnétique. Hein. On a aussi vu sur le transfo la caractéristique externe qui était ici U2 en fonction de I2. On a vu que c'était quelque chose qui pouvait aller comme ça si c'était inductif, comme ceci si c'était résistif, et comme ceci si c'était capacitif. Ça, vous devez être capable. D'accord? Je vais représenter ça assez rapidement. Surtout me dire quels sont les axes. OK? Je crois que c'est les deux grosses caractéristiques qu'on avait vues. Sur la machine asynchrone, on va parler de caractéristiques mécaniques. D'accord? La caractéristique mécanique ici, ce sera le couple en fonction de la vitesse. En ordonnée, on a le couple et en abscisse ici, on a la vitesse. OK? Bien, sur cette caractéristique, on va distinguer trois zones particulières. Ça, c'est une caractéristique complète. Hein? Ici, on aura une caractéristique en fonctionnement moteur. Ça, c'est lorsque le couple et la vitesse sont positives. Hein? Si le couple et la vitesse sont positifs, comme vous voyez là, alors on a un glissement qui va être entre 0 et 1. D'accord? Et dans ce cas-là, le rotor, lui, va tourner un peu moins que le champ tournant, la situation que je vous ai expliquée. Donc là, la machine fonctionne en moteur. Le rotor est un peu lent par rapport au champ statorique. D'accord? La deuxième situation, c'est que le rotor, à ce moment, tourne plus vite que le champ statorique. Et le seul moyen pour que le rotor se retrouve en train de tourner plus vite que le champ statorique, c'est qu'il faudrait qu'il soit entraîné. Ça veut dire que son axe a été couplé par quelque chose qui l'entraîne.
À ce moment, on dit que la machine est devenue génératrice. Donc, on n'a plus affaire à un moteur, on a affaire à une génératrice. C'est ce qui se passe si vous avez un moteur dans une voiture et que la voiture descend une pente. C'est la voiture qui entraîne le moteur. Ça permet ainsi au moteur de fournir l'électricité peut-être aux batteries. D'accord? Ça, c'est le fonctionnement en génératrice. À ce moment, le glissement est plutôt inférieur à 0 parce que le couple est négatif, mais la vitesse est positive. On reste toujours dans le sens positif. Troisième situation ici, c'est lorsque le moteur fonctionne en frein. À ce moment, le rotor, lui, il va tourner contre. Il va aller dans le sens opposé au sens du champ magnétique statorique. OK? Et dans ce cas, vous avez un glissement ici supérieur à 1. D'accord? Si on zoome un tout petit peu ici sur la partie utile, donc ça, je m'intéresse uniquement à l'endroit où on est moteur, parce qu'on est en train d'étudier un moteur. Alors, il y a quelques points, hein. Il y a 4 points intéressants à retenir et à savoir ce que c'est. Le premier point, c'est le démarrage. Votre moteur, il va démarrer. Donc, au démarrage, il a besoin d'un couple. Pourquoi le moteur a besoin d'un couple? Tout simplement parce qu'il a besoin de vaincre tout ce qui est couple de freinage, hein, couple résistif. Vous avez votre moteur, il faut entraîner toute la machine, hein, toute cette grosse inertie-là. Donc, il faut vaincre ça au démarrage. Donc, le moteur a besoin d'un petit couple pour pouvoir démarrer. S'il est alors déjà relié à une charge, à un tapis, il faut quand même qu'il puisse entraîner le tapis, même si le tapis, il n'y a rien sur le tapis. Il y a quand même une certaine charge. Déjà, le fait que le tapis soit connecté au moteur. Donc, c'est ce qu'on entend par couple de démarrage. Le moteur a besoin d'un couple. Un peu plus loin, on va avoir un deuxième point qui est le couple maximum. Le moteur va ainsi démarrer, hein, monter, parce qu'on sera dans une zone intermédiaire, hein, monter rapidement à un couple maximal, pour ainsi descendre à un point nominal, qui est son point de fonctionnement normal. D'accord? Donc, démarrage maximum, c'est des points intermédiaires et il arrive à un point nominal. OK? Mais s'il arrive que le moteur, lui, il atteigne ce point-ci, hein, qui est le point à vitesse de synchronisme, en fait, il s'arrête à ce moment. D'accord? Donc, ici, en S, le moteur, lui, il est à la vitesse de synchronisme. Si le rotor tourne à la même vitesse que le synchronisme, le moteur, lui, il va s'arrêter, tout simplement. Puisque le rotor a besoin de tourner un peu moins pour pouvoir voir justement la variation. Donc, la vitesse du rotor ici par rapport au nominal, c'est quelque part ici. Le rotor est ici, NR. OK? Et le NS est juste ici, devant. D'accord? Donc, ça, c'est quelques points à retenir. Alors, le couple électromagnétique, hein, qui est le couple qui sera celui développé, sera à ce moment égal à ceci. Couple électromagnétique, c'est la puissance électromagnétique qui est celle que je vous ai montré tantôt sur le bilan de puissance juste à la sortie. Lorsqu'on fait tout le traitement électromagnétique avant les pertes mécaniques, vous avez tout ça qui est la puissance électromagnétique du moteur par rapport à la vitesse ici de rotation, hein. Cette vitesse-ci, c'est encore 2π fois la vitesse du rotor. D'accord? De cette façon, vous trouvez le couple électromagnétique. La zone utile, c'est cette zone-ci, hein, c'est entre le point nominal et ça. D'accord? Ça, c'est la zone utile. Ça, c'est une caractéristique que vous devez être capable de dessiner. C'est que dessiner, hein, en particulier, cette zone entre le couple positif et la vitesse positive, ça me suffit. D'accord? Si vous arrivez à dessiner là où il y a tous les points, ça, c'est parfait. OK? Alors, il faudrait savoir aussi que votre moteur va devoir démarrer. Comme je vous l'ai dit tantôt, le démarrage va dépendre du type de démarrage. D'accord? Il faut savoir qu'en concernant les types de démarrage, il y en a plusieurs. Vous avez ce qu'on entend par démarrage direct, démarrage par autotransformateur, démarrage étoile-triangle et démarrage par élimination de résistance statorique et démarrage ici pas progressif. Donc, ça, c'est de l'utilisation de l'électronique. OK? OK, on va prendre pour référence le démarrage direct, c'est-à-dire le premier, celui-ci. Il faudrait savoir que le démarrage direct, comme je l'ai déjà dit, hein, qui est aussi appelé DOL starting, hein, ça veut dire Direct Online Starting, donc démarrage direct. Hein. C'est un démarrage qui va faire en sorte que le courant du moteur doit être très élevé. Il est facile. Okay? Il est idéal parce qu'il est facile. Les connexions sont rapides. Il est simple
économique, il est confortable, ok? Mais le problème, c'est qu'il a un courant très élevé. Et puis, voilà, vous avez des couples assez grands qui ne sont forcément pas nécessaires. Et vu aussi qu'il a un courant très élevé, il va créer dans l'installation ce qu'on va appeler comme des creux de tension. Donc, quand il démarre, vroom, vous avez l'impression qu'il y a une baisse de tension dans l'installation. En fait, c'est ça. C'est ce qu'on entend par deep, OK, in voltage. Donc, ça, c'est le démarrage direct, ses avantages et ses inconvénients. Pour pouvoir contrer ça, il y a des démarrages qui ont été mis en place. Hein. Vous avez le démarrage, par exemple, par autotransfo. L'idée ici, c'est de mettre un autotransformateur avant le moteur et ainsi, progressivement, faire régler la tension au niveau du moteur. Bon, ce style de démarrage a aussi des inconvénients. Ça, je n'entre pas en détail là-dedans. Ça c'est l'objet de tout un cours. Vous avez d'autres démarrages qui ont été aussi qui est étoile-triangle, c'est-à-dire on démarre d'abord en étoile. C'est des systèmes de contacteurs qui vous permettent de coupler comme ça votre moteur d'abord en étoile et ensuite de le passer en triangle. OK? Vous avez d'autres démarrages, toujours pour réduire le courant de démarrage, hein, mettre des résistances en série avec le rotor. Ça, c'est l'idée. Et ainsi, on va diminuer le courant au démarrage. Mais je m'intéresse en particulier au dernier, hein, qui est quelque chose qui est maintenant couramment utilisé, qui est le démarrage progressif. Hein. Ça, c'est étudié dans le cadre en installation électrique dans le chapitre 7 ou 6, quelque chose comme ça. OK? Donc, on va reparler de la différence qu'il y a entre le démarrage direct et le démarrage progressif. D'accord? Ça, je n'ai pas détaillé ça dans cette partie du cours. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que le moteur asynchrone a plusieurs styles de démarrage. Celui qui est communément utilisé maintenant, c'est le démarrage progressif. Hein. Progressif, ça veut dire que vous utilisez un démarreur progressif. Vous pouvez taper sur Internet démarreur progressif, vous verrez, c'est de l'électronique. Hein. Ça ressemble à des variateurs, mais l'objectif, c'est juste aider le moteur à démarrer. D'accord? On ne sait pas faire des variations de vitesse avec ça. D'accord? En passant rapidement concernant les machines à rotor bobiné, puisqu'on n'en parle plus là depuis, si ces machines aussi veulent démarrer, on va utiliser, comme je l'ai déjà expliqué à votre camarade, des résistances que l'on va mettre en série avec le rotor. Comme ça, on va pouvoir diminuer facilement le courant de démarrage au niveau du rotor. OK? Donc ça, c'était juste entre guillemets. OK? Alors, on va revenir sur la caractéristique mécanique de notre moteur tantôt. Imaginez maintenant que votre moteur, une fois qu'il a démarré, vous voulez faire varier sa vitesse. Parce que vous avez réussi à le démarrer, vous avez trouvé le bon démarrage qui ne vous fait pas avoir énormément de courant. Supposons un démarreur progressif, boum. Maintenant, il faut faire varier sa vitesse. Forcément, le démarreur progressif ne sait pas le faire. Il vous faut un système, il vous faut des méthodes pour pouvoir arriver à faire varier sa vitesse. OK? Mais cependant, avant d'y arriver, on va essayer de prendre la caractéristique mécanique du moteur. On va mettre la caractéristique mécanique d'une charge. Supposons qu'on prend une charge dont la caractéristique mécanique, c'est une droite. Ici, j'ai bien mis, ça c'est une première droite. Hein. Je vous mets une deuxième droite. Donc là, j'ai pris deux charges. OK? Donc, voici en bleu la caractéristique mécanique de notre moteur. En vert, c'est la caractéristique mécanique d'une première charge. Je vois ici que j'ai un point de rencontre qui sera le point nominal. Quand les deux se rencontrent ici, ça veut dire que les deux fonctionnent ici en leur point de fonctionnement nominal. D'accord? Alors, si c'est plutôt le cas de la charge 2, c'est plutôt ici en B. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est dans cette situation, est-ce que le moteur qui entraîne la charge A ou la charge B va démarrer? Prenons le cas de la charge A. Est-ce que le moteur va démarrer dans le cas de la charge A, c'est-à-dire dans ce cas-ci? Est-ce que le moteur va démarrer? Oui, pour Mathias. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un avis contraire? Oui, pour Yann. Oui, pour Iman. Très bien. On va essayer la deuxième charge. Alors, dans le cas de la deuxième charge, est-ce que le moteur va démarrer? Non pour Iman.
Voilà. Non, non, non. Donc, selon vous, le moteur ne démarre pas dans le cas du rouge, mais démarre dans le cas du vert. Donc, apparemment, la seule personne qui a donné une très bonne réponse, c'est Elliot. Bravo. On va revenir rapidement dessus, hein. Ici, si vous regardez un peu votre schéma, vous verrez que, si on se rappelle de ce que je viens d'expliquer, ça, c'est la caractéristique de votre moteur. Et ici, en ce point-ci, vous avez ce qu'on a entendu comme le point de démarrage, le couple de démarrage, le couple dont le moteur a besoin d'atteindre pour pouvoir démarrer. Si je lui mets une charge qui est comme ceci, ça veut dire que le couple de démarrage du moteur est plus petit que le couple ici de votre charge. Dans votre moteur ne peut pas démarrer s'il a un couple, s'il a une force à son axe qui est supérieure à son couple de démarrage. Donc, dans le cas 1, votre moteur ne sait pas démarrer. D'accord? Parce que le couple de démarrage du moteur est plus petit que ici le couple résistant. D'accord? Ce point-ci, on va dire que c'est le couple résistant de votre moteur. D'accord? Et dans le deuxième cas, par contre, le couple résistant de ce moteur-ci, il est bien en dessous du couple de démarrage, donc votre moteur va pouvoir démarrer. D'accord? Et cela peut s'interpréter simplement par cette formule-ci, hein, qui est vue en mécanique, qui dit que le couple électromagnétique d'une machine moins le couple résistant, c'est-à-dire le couple de sa charge, ça doit être égal à J d oméga sur dt. D'accord? Quand nous sommes à l'arrêt, ça veut dire qu'on n'a pas ceci. Ça veut dire que pour que votre moteur commence à bouger, il faut que le couple électromagnétique soit au moins égal au couple résistant ou au mieux supérieur, un petit peu supérieur. D'accord? Donc, à ce moment, il faut que votre couple électromagnétique du moteur soit supérieur au couple résistant pour que votre moteur démarre. D'accord? Alors, votre moteur a démarré. Donc, il démarre et il se met à tourner. Maintenant, j'aimerais bien faire varier sa vitesse. Quels sont les éléments sur lesquels je peux jouer pour faire varier sa vitesse? Je vais vite voir un tout petit peu, hein, la formule que j'ai, hein. Ça, c'est la formule que je vous ai donnée concernant la vitesse du rotor, puisque si je fais varier la vitesse au niveau du rotor, alors je vois que la variation de la vitesse du moteur va être fonction de plusieurs paramètres. Et les paramètres qui vont entrer en jeu, ce sera le glissement, le nombre de pôles et la fréquence. Donc, si je peux faire varier chacun de ces paramètres, alors il y a moyen que je fasse varier mon moteur et que je fasse varier la vitesse de mon moteur. OK? Ça, c'est l'idée. Maintenant, on va s'intéresser uniquement à deux de ces paramètres. Ça veut dire aux deux derniers parmi les paramètres cités. Le premier, c'est le changement du nombre de pôles. On dit qu'on peut faire varier le nombre de pôles. Mais cependant, je vous ai dit tantôt que le nombre de pôles était déterminé lors de la construction du stator. Donc, c'est compliqué de faire varier le nombre de pôles d'un moteur comme cela, puisque c'est à la construction qu'on joue le jeu. Cependant, il y a eu un ingénieur, Dalander, hein, physicien, qui avait trouvé une solution et qui avait justement trouvé une façon de placer les enroulements. Et on les appelle les enroulements de Dalander. Mais avec ce système d'enroulement, vous ne pouvez avoir que deux vitesses. C'est pour ça, c'est parce que vous avez un jour entendu parler des moteurs petite vitesse et grande vitesse. C'est ce que vous avez sur les hôtes de cuisine, par exemple. Les hôtes de cuisine, les extracteurs, par exemple, pour ceux qui ont ça dans les toilettes. Vous n'avez que deux vitesses. Ça veut dire on joue sur la variation du nombre de paires de pôles. Ça veut dire c'est arrangé de façon à ce que lorsqu'on va bobiner pour créer le nombre de paires de pôles, on va faire en sorte que l'on puisse mettre à un certain moment des pôles en série et ces mêmes pôles, on les mettra en parallèle. D'accord? Si les pôles sont mis en parallèle, donc si les enroulements pardon, sont mis en parallèle, alors on a une grande vitesse. Si ces enroulements sont mis en série, on a une petite vitesse. Toute cette variation, ce changement va se faire simplement au niveau de la boîte à bord, automatiquement. C'est pour ça qu'on ne peut avoir que deux situations. D'accord? C'est ce qu'on a appelé par enroulement de Dalander. Alors, si on veut plutôt procéder à la variation de vitesse par contrôle de fréquence, on va se heurter à un autre problème. Le problème de contrôle de fréquence, c'est quoi? C'est que la fréquence, c'est la fréquence du réseau. C'est la fréquence qui est fournie par Electrabel. Donc, c'est la fréquence de la génératrice là-bas, à Tihange. Donc, c'est du 50 Hz. Moi, je ne sais pas changer du 50 Hz comme ça à la maison. Sauf si j'ai un appareil, hein, un système qui est en fait un variateur de fréquence. Donc, si j'ai un variateur de fréquence, ici il y a un I, hein, c'est une erreur. Si j'ai un variateur de fréquence, je peux justement arriver à
modifier ma fréquence. Mais pour cela, le variateur de fréquence va en fait faire quoi? Il va récupérer votre signal alternatif qui est ici. Il est obligé de le rendre continu d'abord afin de recréer de l'alternative. Mais cette fois-ci, ce sera de l'alternative que lui pourra commander. D'accord? C'est ça le principe du variateur. Je récupère de l'alternative, je redresse ça d'abord dans un premier temps. C'est pour ça que vous avez un premier étage de redressement. Vous avez un étage ici de filtre si on est dans ce centre et de bus DC si on est dans l'autre sens. Et ensuite, vous avez un étage ici d'onduleur, un onduleur dont l'objectif sera de recréer l'ondulation de la tension. Donc, l'onduleur va vous sortir ici un signal qui sera tout simplement étagé comme ceci. Mais c'est de l'alternatif. OK? Et ainsi, vous pourrez jouer ici sur plusieurs paramètres pour pouvoir faire varier la fréquence, puisque c'est vous qui avez créé ce signal. OK? Et l'onduleur va fonctionner suivant certaines méthodes qui sont les principes, donc contrôle scalaire ou le contrôle vectoriel. Les électroniciens, vous verrez ça l'année prochaine en détail avec M. Kempler. OK? Je ne ferai plus confiance aux couleurs sur les graphes. OK. Très bien. Donc, jusque-là, je crois que c'est assez clair pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Je crois que vous avez une vidéo ici qui est donnée. Et cette vidéo, avant la vidéo, d'abord, vous avez ici comment est-ce que le variateur va vous faire varier en fait le signal. Va vous faire varier ici votre couple. Si par exemple, vous avez un couple comme cela, comme c'est dessiné ici, vous avez ici la représentation de votre caractéristique mécanique de votre moteur. Donc, si j'utilise un variateur, le variateur va me permettre ainsi de pouvoir, en fonction de la vitesse, diminuer ma vitesse sans toutefois faire varier le couple. D'accord? Donc, le couple maximal, si vous regardez, reste toujours le même. Ça, c'est l'avantage du variateur. Le problème avec d'autres systèmes, c'est que le couple, par exemple, va aussi diminuer. OK? C'est l'inconvénient avec d'autres systèmes. Vous avez une vidéo que j'ai mise aussi en haut qui va vous permettre de pouvoir voir sous forme animée un peu comment fonctionne le variateur. Et enfin, je crois que j'ai déjà abordé cette partie avec vous. Voilà. Ici va s'achever en fait ce cours sur les moteurs à induction, moteurs asynchrones. Donc, ce que nous allons faire, je vais vous lancer directement sur les exercices. Et si on a un peu de temps, je reviendrai sur cette application. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions?